Bonjour à tous et bienvenue dans La Voix du Citoyen. Aujourd'hui je suis avec Amine Elbaï. Bonjour Amine Elbaï. Bonjour. Et bienvenue donc dans La Voix du Citoyen. On est ici aujourd'hui, vous avez choisi de nous installer à Wattrelos, au Parc du Lion. Pourquoi ce choix? Pourquoi ce choix? Parce que c'est d'abord l'endroit où se rencontrent beaucoup de familles. Et moi, j'ai souvenir quand j'étais petit avec ma maman qui a grandi dans le quartier du Crétinier. J'ai le souvenir de ces balades avec ma maman qui nous a élevés seuls. Nous sommes une famille de 6 enfants et ma maman s'est beaucoup battue pour nous et les seuls instants qu'on pouvait partager en famille, c'était ici au Parc du Lion. C'était dans cet espace où nous pouvions nous retrouver d'abord en famille et puis rencontrer nos anciens voisins et parler de ce qui nous entoure. D'accord. Alors on va commencer par une première question, toute simple. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur vous, qui vous êtes, ce que vous faites, votre implication sur la circonscription et nous parlons un petit peu aussi de votre engagement politique. Alors moi je m'appelle Amine Elbaï, j'ai 26 ans, je suis juriste en droit public et candidat pour devenir votre prochain député sur Roubaix et Wattrelos. À Roubaix, je suis connu en tant que juriste parce que j'aide bénévolement des centaines de familles pour les sortir de la pauvreté, pour aller réclamer un certain nombre de droits économiques et sociaux, de droits fiscaux qui ne sont pas réclamés. Chaque année en France, il y a plus de 10 milliards d'euros d'aides sociales, fiscales, économiques non réclamées, y compris par les classes moyennes. C'est votre création, c'est la Caisse sociale, c'est ça? C'est la Caisse sociale, c'est une association à but non lucratif de loi 1901. Nous l'avons fondée en novembre 2019 à Roubaix. Et j'ai voulu fonder cette association pour sortir aussi de cette image de ville pauvre, de ville très pauvre. Et ici, à Roubaix et à Wattrelos, nous avons beaucoup de familles, beaucoup de descendants de familles ouvrières. Eh bien, beaucoup de ces familles ont sombré dans la pauvreté et la pauvreté c'est en quelque sorte transmise. La pauvreté est devenue héréditaire. Et nous voulons justement accompagner ces familles vers l'insertion professionnelle, c'est-à-dire permettre à des jeunes notamment, et aux 16-25 ans, puisque 2 jeunes sur 3 âgés entre 16 et 25 ans sont au chômage, l'objectif c'est d'accompagner ces jeunes vers l'insertion professionnelle, vers l'emploi. D'abord, réclamer leurs droits économiques et sociaux, ensuite les remettre sur le chemin de la formation, et enfin les remettre sur le chemin de l'emploi. En ce qui concerne donc les législatives, qu'est-ce qui vous a amené à vous porter candidat sous l'étiquette Les Républicains? Moi, cette élection, vous savez, je suis âgé de 26 ans, c'est ma première élection en mon nom. C'est la première fois où je suis candidat. Et depuis l'âge de mes 16 ans, je m'intéresse évidemment à la politique. J'ai eu l'occasion de faire campagne à droite. Je suis de sensibilité de droite et je suis aujourd'hui soutenu par la droite et le centre. Et je trouve que la voix de Roubaix et de Wattrelos n'est pas suffisamment portée à Paris, elle n'est pas suffisamment portée à l'Assemblée nationale, alors que nous savons parfaitement que c'est là où tout se décide, là où toutes les lois sont votées. C'est à l'Assemblée nationale que nous pouvons faire bouger les choses. C'est à l'Assemblée nationale où nous pouvons faire changer l'image de la ville de Roubaix, en premier lieu. J'ai voulu m'engager dans cette élection et porter aussi ce projet parce que j'ai dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Et parce que je pense que nous devons, si nous voulons sortir de cette image de ville pauvre, si nous voulons sortir de cette image de ville la plus pauvre de France, nous devons porter les vrais sujets à l'Assemblée nationale pour plus de pouvoir d'achat, pour plus de sécurité, et puis aussi parler de notre patrimoine, de notre histoire locale. Moi, vous savez, je vais vous le dire très clairement, je n'ai pas de tabou. Je suis un enfant d'immigrés. Ma famille, mes parents et mes grands-parents ont travaillé ici à Roubaix. Mes grands-parents ont travaillé dans les usines textiles. Mais l'immigration d'aujourd'hui, à Roubaix, à Wattrelos, n'est absolument pas comparable avec l'immigration d'hier. Et notamment nos grands-parents ouvriers qui ont travaillé dans les usines, qui travaillaient avec les Italiens, les Marocains, les Portugais, les Italiens. Enfin, vous avez toutes les cultures, toutes les nationalités qui étaient représentées. Roubaix,
C'est la ville aux 97 Tout à fait. nationalités et sur Waterloo par ailleurs. Vous avez différentes familles qui sont issues de différents horizons et des familles modèles qui sont des symboles de l'assimilation française que nous devons mettre en valeur. Mais nous ne pouvons pas continuer aujourd'hui avec cette nouvelle immigration qui n'a rien à envier à l'immigration d'hier et qui est essentiellement une immigration économique et pour d'autres, et nous le voyons dans un certain nombre de nos rues. Moi j'ai parlé de la rue de la Noix, de la rue de l'Épeu, de la rue de On y l'Alma. reviendra, effectivement, oui. On y reviendra, mais ce sera l'occasion de dire les choses. Parce que je veux être un député libre, utile, pour dire les choses et ne pas mentir aux habitants. D'accord. Alors, entre-temps, hein, il y a eu la campagne présidentielle. Vous faites partie des soutiens de Valérie Pécresse, qui a subi un sévère échec lors de ces élections. La situation de votre formation politique vous a-t-elle fait hésiter finalement à vous présenter à cette élection? Non, je suis d'ailleurs présent aujourd'hui devant vous. Moi je suis candidat pour le changement. Je serai un député libre et constructif à l'Assemblée nationale. Et preuve en est, moi je reste fidèle à ma famille politique, à la droite républicaine. Nous sommes soutenus par nos amis centristes et nous sommes aujourd'hui la seule alternative crédible sur le territoire. Nous sommes la droite et le centre unis pour changer la vie des habitants. Vous me parlez évidemment de la campagne présidentielle. Je rappellerai d'ailleurs que Valérie est la seule candidate à être venue à Roubaix pour parler vrai aux habitants. Nous sommes venus sur la rue de la Noix et nous avons parlé des problèmes de sécurité, de pouvoir d'achat, de propreté, de cadre de vie. Nous avons parlé de tous les sujets, nous n'avons aucun tabou. Alors évidemment, il y a eu cette élection présidentielle, vous m'avez vu en tant qu'orateur, porte-parole de la droite et du centre, et je continue aujourd'hui à porter les aspirations sociales et populaires. Et si la droite veut aujourd'hui se faire entendre, elle doit entendre le cri d'alerte des classes populaires et des classes moyennes. Alors, on l'a vu durant les primaires des Républicains, il y a différents courants politiques, on va dire, au sein de votre parti, avec une droite plutôt forte qu'incarne Éric Ciotti, et une droite un peu plus sociale, on va dire, qu'incarne Xavier Bertrand. De quelle droite vous définissez-vous? Les deux. Je suis d'ailleurs soutenu par Éric Ciotti, qui m'a encore apporté son soutien ce matin, et je suis également soutenu par Xavier Bertrand. Moi, je pense que la droite sociale, c'est l'alliance aujourd'hui entre les aspirations sociales et les aspirations populaires. Recréons aujourd'hui ce grand mouvement qui a permis à l'UMP d'accéder au pouvoir autour de Jacques Chirac, par l'alliance entre le RPR et l'UDF. Moi, je veux aujourd'hui que toutes les droites, toutes les tendances, toutes les aspirations sociales, populaires puissent se réunir autour d'un projet. Et d'ailleurs, vous l'avez vu dans cette campagne présidentielle et ma candidature, c'est l'occasion de pouvoir réunir toutes ces sensibilités autour de notre projet. Voilà. Et je vais être très, très franc avec vous. Je ne vous demanderai pas de choisir entre votre père et votre mère. Moi, je ne choisirai jamais entre les différents courants, puisque nous sommes un seul et unique courant. Nous sommes la droite et le centre, et nous sommes la seule alternative crédible dans l'unité, dans l'union, pour porter la voix des habitants. Alors on va passer, si vous voulez bien, à votre programme et vos priorités. Tout d'abord sur le pouvoir d'achat. Après l'urgence sanitaire, l'urgence climatique, il y a maintenant une urgence économique avec cette explosion de l'inflation sur les produits de première nécessité. Une difficulté encore plus visible sur notre territoire puisque, comme vous le savez, un habitant sur 3 vit sous le seuil de pauvreté sur notre circonscription, soit plus du double de la moyenne nationale. Alors Amine El Bailly, je vous pose cette question, que faut-il faire pour redonner du pouvoir d'achat aux Français de la circonscription? Eh bien c'est très simple, défiscaliser intégralement les heures supplémentaires. Cette logique de travailler plus pour gagner plus. Ici, vous le savez, vous êtes dans un territoire ouvrier et nous n'avons aucune leçon de travail à donner aux ouvriers. Ils savent pertinemment ce qu'est la valeur travail. Nous devons faire en sorte que le travail paye mieux. Nous devons faire en sorte que le salaire brut se rapproche du salaire net. Et pour cela, il faut moins de charges. Il faut diminuer la CSG, annuler la hausse de la CSG que la candidate sortante, Madame Catherine Hausson, a voté au Parlement. Il faut rendre l'argent aux Françaises et aux Français. Il faut annuler la baisse des APL de 5 € et la suppression des APL accession votée par Madame Hausson. Il faut indexer les retraites sur l'inflation. Il ne faut plus qu'aucune retraite ne soit en dessous du SMIC. Et pour les plus fragiles, beaucoup de personnes qui ont sombré dans le handicap, nous l'avons vu. D'ailleurs,
la majorité présidentielle a refusé les amendements portés par les Républicains en matière de personnalisation du calcul de l'allocation pour adultes handicapés. Nous allons rétablir la déconjugalisation pour l'AAH. Et en ce qui concerne ces personnes qui, au bout de 60 ans, sortent de l'AAH et sont dans le minimum vieillesse, vous savez, le minimum vieillesse, aujourd'hui, vous avez des personnes très âgées qui vivent avec moins de 800 € par mois. Moins de 800 € par mois. Vous faites quoi avec 800 € par mois? Nous voulons un minimum vieillesse à 1000 € par mois, permettre à nos aînés, parce que nous devons les protéger, de pouvoir cumuler, notamment avec l'APL, un revenu décent, un revenu minimum pour assurer leur dignité, leur juste place dans la société. Et moi, ces familles, vous savez, je les accompagne au quotidien. J'ai accompagné 1000 familles à Roubaix et à Wattrelos avec mon association, la Caisse sociale, face à la hausse de la CSG, votée par Madame Osson, face à la baisse des APL, face à la suppression des APL accession pour les propriétaires. Regardez, moi je suis âgé de 26 ans. J'ai d'ailleurs pour ambition d'acheter un bien immobilier à Roubaix et à Wattrelos. À Roubaix ou à Wattrelos, oui. Bien sûr, pourquoi pas les deux. Mais comment faire lorsque M. Macron supprime les APL accession, lorsqu'il renvoie un message négatif aux jeunes actifs? Comment faire pour acheter un bien immobilier alors que M. Macron a supprimé les APL accession? C'est-à-dire les aides personnelles pour le logement pour les nouveaux propriétaires, pour accéder à un logement, pour la location accession. Ce message n'est plus renvoyé aux propriétaires. Moi, je veux bâtir une France des propriétaires pour... Vous voulez revenir sur cette APL qui a été enlevée au niveau des propriétaires? C'est fondamental parce qu'il y a une crise du logement qui est extrêmement forte à Roubaix, à Wattrelos. Vous avez plus de 7500 logements vacants. Et ce n'est pas n'importe quel logement, ce sont les logements des petits propriétaires, des bailleurs privés. Et il faut aujourd'hui soutenir les propriétaires. Comment nous pouvons soutenir les propriétaires? En leur redonnant plus de pouvoir d'achat, en les protégeant fiscalement. M. Macron a supprimé la taxe d'habitation, la taxe foncière demeure toujours. Et les petits propriétaires sont rackettés. À Wattrelos, le taux d'imposition est de 49%. À Roubaix, ils ont voté le taux d'imposition à 48,7%. Les petits propriétaires en ont marre de toujours payer sans jamais rien recevoir en retour. Je veux faire entendre la voix des petits propriétaires. Et pour cela, c'est très simple. Il faut récompenser les propriétaires qui ont travaillé toute leur vie pour payer leurs biens et le transmettre en héritage à leurs enfants. Je veux supprimer l'impôt sur la mort, c'est-à-dire les droits de succession. Je veux rétablir la déduction fiscale sur les intérêts d'emprunt. Je veux, pour les petits propriétaires, rétablir l'APL accession pour leur permettre de s'acheter leur premier bien immobilier, leur première résidence principale. Alors on va passer maintenant sur le sujet de la retraite. Est-ce que vous pensez que politiquement, il y a vraiment urgence à réformer la retraite en repoussant l'âge légal à 65 ans, au point de prendre le risque de mettre une partie des Français dans la rue? La retraite à 65 ans, pour ou contre? Je vois la question sensiblement orientée. Moi, je vais vous parler avec mon cœur. Je suis un enfant d'ouvrier. Et sur cette réforme des retraites, il va évidemment falloir regarder bassin d'emploi par bassin d'emploi où et comment nous pouvons fixer la retraite à 65 ans. La vérité est la suivante, c'est que nous vivons en meilleure santé dans notre société d'aujourd'hui plutôt qu'hier et que nous sommes en capacité effectivement de travailler plus. Mais nous ne pouvons pas dire à des ouvriers qu'il va falloir travailler plus alors qu'eux-mêmes se déchirent tous les matins. Vous voulez dire que vous voulez prendre la pénibilité en compte dans l'âge légal? Prendre bien évidemment en compte la pénibilité, mais surtout, il ne faut pas sombrer dans les fausses promesses, dans la caricature, dans la démagogie comme le fait si bien l'extrême gauche. La question, parce qu'on prend toujours le problème à l'envers, est-ce que notre pays peut encore aujourd'hui aller emprunter tous les jours sur les marchés à 5 ans ou à 10 ans pour payer les salaires des fonctionnaires et pour payer les petites retraites? Ça, c'est la vraie question. Tous les jours, notre pays s'endette sur les marchés parce que M. Macron a cramé la caisse. Il a explosé la caisse publique, et ce qui signifie que si nous maintenons actuellement le même modèle social, M. Macron va augmenter les impôts. La proposition de l'extrême gauche, c'est une retraite à 60 ans sans décote. Ce qui veut dire qu'il va falloir exploser le budget des retraites et le multiplier
par 2, par 3. Ce n'est pas possible en l'état de nos finances publiques puisque M. Macron a explosé la caisse. Alors oui, il va falloir regarder bassin d'emploi par bassin d'emploi où et comment nous pouvons allonger l'âge de départ à la retraite ou alors, et moi c'est une proposition que je propose, c'est aménager la question du temps de travail dans l'entreprise. D'accord. Aménager la question du temps de travail aussi pour les fonctionnaires. Parce qu'aujourd'hui, il y a certains métiers sur lesquels nous n'avons plus besoin de métiers manuels, mais plutôt de métiers tertiaires, c'est-à-dire des personnes assises plutôt sur un bureau et moins de personnes confrontées à la pénibilité du travail. Donc, il ne faut pas caricaturer ni passionner le débat, il faut bien au contraire se pencher sur la question, prendre en compte la santé financière du pays et faire en sorte qu'il n'y ait aucune augmentation d'impôts pour celles et ceux qui travaillent. Alors, sur le sujet de l'handicap, vous indiquez que le droit à l'éducation est un droit fondamental et qu'il y a une vraie prise en charge de la scolarisation des enfants handicapés à revoir. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je vais faire une confidence. Je suis handicapé depuis ma naissance. Je vais vous montrer ma petite carte avec mon nom. Et le handicap que je vis est un handicap invisible. C'est un handicap physique. Je suis né sans rotule. D'ailleurs, on me reconnaît souvent à ma démarche avec ces jambes en Y. Et c'est très difficile de vivre avec un handicap. Mon petit frère, Yanis, que j'ai souhaité mettre en avant à l'occasion du débat, est touché par l'autisme. Et depuis 15 ans, avec ma maman, nous nous battons pour trouver une place en France, en IME, en institut médico-éducatif, afin qu'il puisse poursuivre sa scolarisation en France. Mais le problème, c'est que notre pays n'a pas suffisamment de capacité d'accueil pour accueillir les enfants handicapés, et les enfants autistes notamment. Et chaque année, notre pays met des millions d'euros pour demander aux pays tiers, aux voisins, à la Belgique notamment, d'accueillir nos enfants handicapés. Alors qu'avec cet argent, nous pouvons mener une politique d'investissement, créer des emplois et accueillir chez nous, dans notre pays, les enfants handicapés et les accompagner aussi vers la réussite sociale et professionnelle. On va s'attarder sur votre vision de la France, parce que c'est quelque chose qui vous importe beaucoup. On le voit sur les réseaux sociaux, on voit que vous communiquez beaucoup là-dessus. Vous dites d'ailleurs, Amine Elbaï, je veux que la France reste la France, et vous dites aussi que vous refusez le vivre ensemble avec n'importe qui et n'importe comment. Alors, quelle est cette France que vous souhaitez préserver? Et le vivre ensemble, c'est avec qui et comment? C'est une excellente question, je pense que c'est la question qui m'est très souvent posée. Le vivre ensemble, ce n'est pas vivre avec n'importe qui et ce n'est pas vivre n'importe comment. C'est vivre dans une société avec des droits mais aussi des devoirs. Et j'aimerais qu'on insiste aussi sur cette notion de devoir. Le devoir de respecter l'environnement, le devoir de respecter sa rue. Regardez aujourd'hui, tout le monde attend tout de la collectivité. Plus personne, en tout cas peu de personnes. Moi, je suis né dans cette ancienne ville où on responsabilisait, où nos grands-parents nous disaient « mais n'oubliez pas de balayer devant votre trottoir avant de réclamer des droits à la collectivité ». Et aujourd'hui, on attend tout des autres. Il faut responsabiliser. Vivre ensemble, c'est accepter, préserver notre héritage, notre histoire, notre patrimoine, préserver notre histoire industrielle, notre histoire ouvrière qui a accueilli nos parents et nos grands-parents immigrés dans cette ville à Roubaix aux 97 nationalités, Roubaix ou Waterloo bien évidemment, avec leur histoire propre. Et il faut préserver ces mémoires, préserver cet héritage et ce que nous ont légué nos parents et nos grands-parents. Mais je n'accepte pas de vivre aujourd'hui dans une société qui serait ghettoisée, communautarisée. Mais comment la société s'est communautarisée? Elle s'est d'abord communautarisée par voie d'inaction politique. Et c'est ce que je dis depuis 20 ans, 30 ans, la gauche, mais aussi une bonne partie d'élus de droite que j'ai dénoncé sur zone interdite, que j'ai dénoncé parce que je n'accepte pas de vivre dans une société où les gens ne se parlent pas, où les gens seraient dos à dos, où les gens seraient face à face plutôt que de vivre côte à côte. Et c'est d'ailleurs l'ancien ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, qui nous alertait
et qui nous disait que les gens risquaient de vivre face à face et non plus côte à côte. Et quelques mois après, nous avons eu cet affrontement des Gilets jaunes face à la police de la République. Alors pour rentrer dans le concret et ne pas tourner autour du pot, oui, je veux que la France reste la France, c'est-à-dire une France éternelle, une France où chacun se respecte pour ses opinions, pour sa culture, pour ses origines, mais où tout le monde respecte le pays. Moi, je veux justement qu'on puisse remettre de l'ordre. Et quand je vois l'état d'un certain nombre de rues, je parlais tout à l'heure de la rue de l'Épeule, je parle aussi de la rue de l'Alma ou de la rue de la Noix, j'estime que certains n'ont plus rien à faire en France. Quand vous êtes étranger, que vous vous maintenez clandestinement sur le territoire français et que vous ne trouvez pas de voie d'insertion, vous devez rentrer dans votre pays. Et c'est comme ça que ça se passe. Et d'ailleurs, et je vous le dis, dans le pays de mes parents et de mes grands-parents en Algérie, ça se passe aussi de la même façon. Si vous ne respectez pas le pays, vous êtes expulsé. Eh bien, il faut appliquer la réciprocité, c'est-à-dire respecter les valeurs de la République. Et sur cette question de l'immigration, parce que je suis le seul candidat à en parler, je veux dépasser aussi les fantasmes. Bien évidemment, l'immigration d'hier n'est pas l'immigration, elle n'est pas comparable à l'immigration d'aujourd'hui. Mais je veux aussi, et de la même façon, que nous protégeons toutes celles et ceux qui sont venus en France et qui ont versé leur sang pour le pays. Moi, vous savez, je ne suis pas fils ou petit-fils de harkis ou de pieds noirs, mais j'ai en mémoire le combat des harkis et des pieds noirs qui se sont battus pour ce pays, qui ont versé leur sang pour ce pays, qui priaient Allah et qui ont été tués avec l'amour que nous portons tous pour le drapeau tricolore. Ce qui me permet de vous parler aussi de la montée, et je l'ai dit, du communautarisme. Et ce n'est pas n'importe quel communautarisme qui s'est installé, c'est un communautarisme qui s'est installé par voie d'inaction politique, et notamment quand j'ai parlé de la montée de l'islamisme. Sur la montée de l'islamisme, je parle d'une minorité, mais d'une minorité bruyante, qui veut parler au nom de nos compatriotes musulmans. Moi, je veux protéger d'abord nos compatriotes musulmans, mais les protéger de qui? Les protéger de tous les infâmes discours politiques et aussi d'une minorité qui agissent en leur nom. On y vient justement sur ce sujet, avec la diffusion de ce reportage que tout le monde connaît maintenant et qui vous a révélé au grand public, reportage qui dénonçait la pratique d'un islam rigoriste à Roubaix. Vous dites avoir servi les intérêts des Français, vous me le redites aujourd'hui, Français de confession musulmane. Je dis avoir parlé au nom de tous les Français, au nom de tous les Français, et protéger aussi nos compatriotes musulmans, bien évidemment. En mettant justement en lumière l'extrémisme qui peut exister à Roubaix, même chez les musulmans les plus modérés, votre discours a quand même du mal à passer, certains vous considérant comme un opportuniste s'étant servi des Roubaisiens et des musulmans pour arriver à des fins politiques. Une population qui s'est sentie heurtée et une nouvelle fois stigmatisée suite à la diffusion de ce reportage. À plusieurs reprises sur les réseaux sociaux, le terme de Chalgoumi de la politique est repris en référence à l'imam de Drancy, proclamé porte-parole des musulmans sur les plateaux TV, mais qui n'a pas forcément beaucoup d'écho au sein de la communauté musulmane. Que répondez-vous, monsieur Hamid El-Bailly, à ces personnes qui pensent que ce reportage a servi vos propres intérêts politiques et a desservi les Roubaisiens et les musulmans? Moi, mon discours a toujours été le même. Et je ne répondrai pas aux caricatures par des caricatures. Moi, j'aime mon pays, j'aime la France. Et je l'ai dit, je suis bien évidemment de confession musulmane, mais je suis d'abord et avant tout un citoyen français. Et moi, dans ma République, je ne connais pas de citoyens musulmans, de citoyens catholiques, de citoyens juifs, je ne connais que de citoyens français, grandis dans le respect et de l'amour que nous avons tous pour le drapeau tricolore, pour la France, pour que la France reste la France. Maintenant, pour vous répondre de manière très claire sur cette question, il faut sortir de tous les fantasmes, sortir de toutes les illusions, dépassionner le débat et parler vrai. Et dire à ces personnes que la gauche leur a menti, que depuis 30 ans, ils ont installé la pauvreté au même endroit. Depuis 30 ans, le communautarisme s'est installé par voie d'inaction politique. Depuis 30 ans, aujourd'hui, une minorité au sein de la communauté musulmane parle au nom de tous les musulmans de France. C'est ça le vrai problème. Et c'est ça qu'il faut mettre sur la table. Mais nous allons lutter et avec l'ensemble des Français, unis dans la République, contre les extrémismes, contre toute forme de discrimination pour les musulmans de France, bien évidemment. Vous dites, Hamid El-Bailly, être français, vous-même être musulman.
Mais vous dites aussi que souhaitez aussi que la France reconnaisse que les musulmans sont aussi des enfants de la République. Et moi, je l'ai toujours dit. Et qu'il faut dissocier ce qui relève du religieux et ce qui relève de l'État. Vous dites que ce sont les Français musulmans qui doivent décider comment pratiquer leur culte Absolument. dans leur pays, sans importer les pratiques... Dans le respect des valeurs de la République. Voilà, sans importer les pratiques d'autres pays, dans le respect des valeurs de la République. J'allais tout reprendre. Très bien. Alors je vous pose cette question, Amine Delbailly. Est-ce que ces Français musulmans qui travaillent, qui payent leurs impôts, qui vivent leur vie tout à fait honnêtement, en faisant grandir leurs enfants avec les valeurs de la religion, mais aussi le respect des règles de la nation, et ils sont nombreux, hein, ceux-là, est-ce que ces personnes-là... C'est la majorité. Est-ce que ces personnes-là, dans votre vision de l'islam de France, ont encore le droit de porter la barbe et de se vêtir de leur arbaya, puisque c'est là le sujet du moment, pour aller prier à la mosquée? C'est quoi votre vision du musulman français parfait? Moi, je veux lutter contre l'islamisme avec nos compatriotes musulmans qui subissent l'islamisme. Et elle est là ma différence avec les extrêmes de tous bords. Monsieur Guiraud veut abroger la loi séparatisme, alors que cette loi séparatisme, justement, nous protège de tous ces débats tendancieux qui viennent, encore une fois, dévaloriser la place de nos compatriotes musulmans en France. Regardez ce qu'a fait le maire de Grenoble en acceptant le port du burkini dans les piscines, décision qui a été annulée par le tribunal administratif de Grenoble. Sans la loi séparatisme, on n'aurait pas pu annuler cette délibération totalement démagogique qui condamne en premier lieu nos compatriotes musulmans. Et pardonnez-moi, mais ce que vous avez dit à propos de l'imam de Drancy. D'ailleurs, j'ai rencontré d'ailleurs une fois cet imam de Drancy. Et bien évidemment que cet imam ne représente pas la communauté musulmane, et de manière plus générale. Il n'y a pas de clergé en islam. Il n'y a pas de clergé. Donc la question, c'est comment on crée une instance de dialogue et comment on fait en sorte que nos compatriotes musulmans puissent aussi donner du ton, donner leur voix dans les sujets qui concernent la société. Mais moi, je ne distingue pas les compatriotes musulmans et les Français. Ce sont d'abord et avant tout des Français. Et ils doivent être respectés comme tous les Français au nom des lois de la République française. Voilà. Et c'est ça un discours républicain. Mais un discours républicain, c'est une République qui vous protège, mais aussi une République qui dit clairement ce qu'elle tolère et ce qu'elle ne tolère pas sur son territoire. Et donc moi, je refuse des rues où vous avez effectivement une succession de commerces communautaires, une succession de personnes qui vous disent comment vous devez vivre dans la société. Une succession, et notamment quand je parlais de la montée des salafistes, les salafistes ont remplacé l'islam de nos parents et de nos grands-parents. Oui, il faut le dire, dans l'histoire cultuelle à Roubaix et à Ouattara, ceux qui tenaient les mosquées, c'était d'abord et avant tout nos compatriotes harkis, nos compatriotes algériens, maliens, qui étaient venus ici, qui travaillaient dans les usines et qui ne faisaient de mal à personne. Mais aujourd'hui, vous avez la montée d'un islam politique. Vous avez notamment les salafistes qui ont chassé les harkis des mosquées, qui ont chassé vos parents et vos grands-parents des mosquées. C'est ça la vérité. C'est pas une caricature quand même là. C'est pas une caricature, c'est la vérité. Et on a aussi des imams à Roubaix, Amine Delbailly. Je vais en prendre un exemple qui a grandi en France, l'imam Boussena, qui est assez connu aussi sur les réseaux sociaux. Vous en pensez quoi? Moi, je vous le dis à titre personnel. Vous avez écouté ses discours, j'imagine? J'ai écouté les discours, il a des positions politiques, d'ailleurs des positions que je ne partage pas. Moi, dès lors où vous êtes un représentant cultuel et que vous pratiquez dignement votre religion, la République vous protège. Après, vous pouvez avoir des positions, mais des positions qui ne vous engagent que vous et qui n'engagent pas forcément la religion. Et donc, moi, je suis pour une pure neutralité religieuse. Mais elle est là aujourd'hui, ce point de tension qui existe dans la société, en dépit de la loi 1905, je ne parle pas du service public, mais bien de la société. C'est que vous avez de plus en plus de représentants religieux qui ont aussi un avis sur la façon dont vous devez vivre dans la société. C'est le principe même des religions, qui ont apporté aussi dans l'histoire la façon dont vous devez pratiquer votre culte, mais aussi leur façon de penser, leur positionnement, leurs nuances. Moi, je respecte toutes les sensibilités. Abdelmonaïm Boussena, c'est un imam français et qui doit être respecté parce qu'il est d'abord français et ensuite parce que, bien évidemment, c'est un imam. Mais nous devons protéger tous nos compatriotes musulmans. Par contre, moi, je ne partage pas un certain nombre de positions politiques qui ont été prises par un certain nombre d'imams, et c'est leur droit parce qu'ils ne sont pas seulement imams, ils sont aussi citoyens. Et en République française, vous avez le droit d'être imam et citoyen. Un petit mot sur l'abstention.
En 2017, le taux d'abstention au premier tour des législatives était de 66%, sur la circonscription 70% au second tour, soit 2 tiers des électeurs inscrits. Qu'avez-vous envie de dire, Amine El Bailly, à ces habitants qui ne comptent pas aller voter dimanche et qui ne croient plus en la politique? Leur dire que je les comprends. Ça fait maintenant 20 ans que nos politiques font des promesses qui ne sont jamais tenues. Et puis j'ai l'impression que finalement dans cette élection, est-ce qu'on prend les mêmes et on recommence? C'est ça la question. Regardez les soutiens de M. Guiraud. Ça fait 20 ans qu'ils sont engagés en politique. Ils ont aussi leur part de responsabilité. Ce sont pour la plupart des responsables politiques de la gauche, de l'extrême gauche, qui ont été au pouvoir avant 2014 à Roubaix, qui sont encore au pouvoir aujourd'hui à Wattrelos. On dit quoi aux gens? Moi, je veux leur parler vrai, je veux leur dire vrai. Moi, à ces personnes-là, je leur dis que mon projet et le projet que je porte, avec le soutien de la droite et du centre, est le seul projet qui parle vrai. Nous avons ouvert des voies qui n'ont jamais été ouvertes par toutes les autres formations politiques en 30 ans sur le territoire, à Roubaix et à Wattrelos. Bon, Amine El Bailly, notre interview touche à sa fin. Avant de conclure, je vais vous laisser quelques instants avec cette caméra et vous laisser quelques secondes pour convaincre les électeurs de voter pour votre candidature. La caméra est à vous. Mesdames et messieurs, mes chers concitoyens, vous m'avez vu dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas, et je suis candidat pour la première fois dans cette élection à seulement 26 ans pour porter nos idées à l'Assemblée nationale. Et quelles que soient vos idées, quel que soit votre choix durant l'élection présidentielle de 2022, voter Amine El Bailly et voter Elisabeth Beaugrand, c'est la garantie d'avoir un député utile pour le territoire, un député ancré à Roubaix, à Wattrelos, un député qui connaît le territoire, un député engagé. Je suis un enfant de la République, je suis un enfant du pays, un enfant d'ouvrier, un enfant d'immigré. Mais je suis d'abord et avant tout un citoyen français. J'aime mon pays et je veux que la France reste la France. Et pour cela, je veux préserver notre histoire locale, préserver notre patrimoine, œuvrer tous ensemble pour la réconciliation de notre pays, pour la fraternité. Dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas, bien sûr, mais aussi réconcilier nos compatriotes pour qu'ensemble, nous puissions vivre côte à côte, dignement et en totale paix et fraternité dans notre pays. Alors, le dimanche 12 juin prochain, faites le choix d'un député utile et constructif pour Roubaix et Wattrelos, pour plus de sécurité, pour plus de pouvoir d'achat et aussi pour défendre votre histoire, votre identité. Votez Amine El Bailly et Elisabeth Beaugrand. En tout cas, un grand merci d'avoir accepté cette invitation. Quant à nous, on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos citoyennes et d'autres interviews. A plus.